Les escrocs. Les délinquants les plus sournois. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent la confiance et détruisent des vies. Tout en restant une énigme. Nous sommes sur le point d'explorer le monde mystérieux de ces criminels de haut vol. Et d'obtenir un aperçu inédit de l'esprit tortueux de certains des escrocs les plus fourbes de ce monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs délices élaborés. Et découvrirons comment la justice a fini par les rattraper. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'histoire incroyable de l'un des escrocs les plus prolifiques et les plus compulsifs de Grande-Bretagne. Celui-ci se faisait passer pour un professeur brillant et haut en couleur de l'université de Cambridge. Et il avait l'habitude d'escroquer des légions de victimes en leur soutirant des millions de livres sterling. Si je devais résumer Robert Iams, je le décrirais comme un escroc parasite. Robert Iams s'est fait passer pour un professeur d'université, un scientifique avant-gardiste, et même un terroriste, pour se faire de l'argent et pour couvrir les mensonges qu'il racontait. Son style marchait très bien. Il m'a dit qu'il était professeur. Le genre de professeur maladroit, très intelligent mais un peu distrait. Et il se servait de la réaction des gens face à lui pour les manipuler et les tromper. Il avait une explication plausible pour chaque question que vous lui posiez. C'était un escroc si prolifique que même en étant libéré sous caution, il a réussi à soutirer l'argent durement gagné de 81 autres personnes. C'est un menteur très convaincant, comme la plupart des escrocs. C'était un petit homme fourbe. C'est un escroc classique. Robert Iams est né le 13 mai 1954. C'est un homme instruit, détenteur d'un authentique master en philosophie et en sciences, de l'université de Warwick. Jusqu'en 1987, Iams travaillait en toute légitimité en tant que microbiologiste avec sa femme elle aussi scientifique. Après avoir fait faillite en 1990, il a démarré une carrière criminelle en devenant un escroc prolifique. En 1991, Iams fait bizarrement la une des journaux. Il a installé un laboratoire dans une ancienne ferme de l'Essex. Et s'est adressé à la presse, en affirmant qu'il travaillait avec une équipe de recherche russe, qu'il avait avancé dans la recherche sur le sida et était sur le point de trouver un traitement, comme le montrent ces images d'époque où on le voit très fier de lui. Ces affirmations n'étaient pas fondées. Mais ce personnage de scientifique novateur est devenu le cheval de bataille de Iams. Il l'utilisait pour charmer ses victimes, afin d'obtenir des biens qu'il n'avait pas l'intention de payer. Le fait que Iams utilise ce personnage du professeur d'université, ce chercheur qui développe un traitement contre le sida, et toutes les autres histoires qu'il a inventées, cette sorte d'éminent scientifique. Cela crée dans l'esprit des gens le sentiment qu'il est une figure d'autorité, qu'il est très intelligent, quelqu'un qu'il faut respecter, et vous savez, les escrocs utilisent souvent ce genre de personnage. On a tous des préjugés. Donc, si on est vigilant vis-à-vis d'une potentielle arnaque, en général sans pour autant s'attendre à un individu avec une sacoche jaune fluo et un affreux t-shirt rayé, on s'attend quand même à ce qu'il y ait quelque chose de louche chez cette personne. Iams s'est présenté comme un gentleman de la haute société, une sorte de professeur maladroit. Et je pense que ce personnage était assez désarmant. Et c'est ce personnage qui l'a aidé à s'en tirer aussi bien pendant tant d'années. Un an plus tard, le faux professeur a été condamné à 4 ans de prison après avoir ambitieusement escroqué 236 000 livres à la communauté agricole. Iams avait obtenu des prêts de 20 000 à 30 000 livres de différentes sociétés de financement. Il prétendait que l'argent était destiné à acheter du matériel agricole qui n'existait pas ou qu'il ne possédait pas. Au total, 19 chefs d'accusation pour tromperie ont été retenus contre Iams. Cela englobait d'autres de ses arnaques. Iams a vendu du matériel agricole qu'il ne possédait pas, en empochant les bénéfices. Et il a acquis des biens avec des chèques sans provision. Un fil rouge dans sa carrière d'escroc. Il donne l'impression d'être d'une famille aisée, de ne pas avoir de problème d'argent. Et cela fonctionne très bien lorsqu'il a affaire à ses victimes. À de nombreuses reprises, il s'est rendu dans des magasins tout à fait ordinaires et demandait pour se faire livrer des articles. Les gens aisés font souvent cela. Je sais qu'ils vont dans les magasins et disent « Pouvez-vous faire livrer cela chez moi? Je vous paierai. » Ou « Est-ce que je peux créer un compte chez vous ?» Iams créait un compte et obtenait des milliers de livres sterling de marchandises sans jamais avoir l'intention de les payer. Et ensuite, après quelques mois, les gens du magasin lui téléphonent, il vient au magasin, il parle avec eux, et il trouve des excuses pour expliquer pourquoi le paiement n'a pas été effectué. Il leur fait des chèques, mais qui sont sans provision.
où il leur dit qu'il vient tout juste de leur faire un virement. Et il peut faire cela pendant des mois, jusqu'à ce que les gens se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Je pense que le style de vie qu'il menait aurait suffi à provoquer une dépression nerveuse chez la plupart des gens. Et pourtant, pour lui, ce n'était que la norme. Cela me laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose dans sa biochimie qui fait qu'il n'est pas touché par le stress autant qu'il le devrait. Il ne pouvait pas atteindre le même niveau d'énervement que les gens normaux. Le faux scientifique Robert Yams a fait appel de sa condamnation pour l'escroquerie à hauteur de 236 000 livres, et a vu sa peine réduite à 1 an seulement. À l'inverse d'autres escrocs qui mènent une vie solitaire, Yams avait une compagne et 4 enfants. Malgré sa peine de détention, la famille de Yams l'a soutenu pendant son emprisonnement. Et la police pense que sa compagne et ses 4 enfants n'étaient que très peu ou pas du tout au courant de ces escroqueries à répétition. Mais ces escroqueries étaient ce qui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Il gagnait ainsi de petites sommes d'argent, parfois insignifiantes, afin d'offrir le meilleur à sa famille. Il louait des maisons et ne payait jamais le loyer. Il louait des voitures haut de gamme, accumulant des factures de 8 000 livres qu'il n'avait pas l'intention de payer. Et il a même dupé des écoles privées pour l'éducation de ses enfants, sans payer les frais de scolarité de 5 000 livres. Et sa famille, semble-t-il, n'en a rien su. Il a une femme et une famille, et pourtant il a été capable de les déplacer tous les 6 mois environ, en louant des maisons et en utilisant des chèques non valables et des méthodes de litiges commerciaux. Et malgré cela, il a réussi à conserver une certaine vie de famille, ce qui est incroyablement difficile, et cela en dit long sur sa personnalité et l'emprise qu'il a sur sa famille. Car il a réussi à faire cela sans qu'il ne se rende compte de la manière dont il obtenait son argent. Même les vacances en famille étaient le fruit de la carrière d'escroc de Yams. La propriétaire d'une maison d'hôtes, Roberta Truin, en a fait les frais, lorsqu'Yams et sa famille ont réservé pour 2 semaines. On a reçu une garantie de 300 livres, et il nous en devait encore 700. Et pendant que Yams logeait dans la maison d'hôtes, il a cherché à se faire bien voir par Roberta. Il venait me voir chez moi, parfois 7, 8 fois ou plus. Et ça chaque semaine, toujours pour des banalités. Il y avait quelque chose en lui que je n'aimais pas. C'était, à mon avis, un petit homme fourbe. Et lorsque les 2 semaines se sont achevées, Yams a réglé la facture comme n'importe quel autre client. Mais ce n'était que des mensonges, comme il en avait l'habitude. Yams n'avait pas l'intention de payer, mais cela ne l'a pas empêché de faire comme si de rien n'était. Et d'avoir l'audace de faire le chèque devant Roberta. Il l'a signé ici. Et il a dit, voilà, un chèque de 700 livres donc. C'est bien ça? J'ai dit, c'est exact. C'est la dernière fois que je les ai vus. C'est peut-être la dernière fois que Roberta a vu Robert Yams. Mais pas la dernière fois qu'elle a vu son chèque sans valeur. Dès qu'il a quitté la maison d'hôtes, l'escroc a annulé le chèque de 700 livres. Et Roberta a été choquée lorsque la banque a renvoyé ce bout de papier sans valeur. Je n'en revenais pas. Je me suis dit, bon sang, je suis allée directement à la police. Ils ont pris le chèque. Bien que la plainte ait été enregistrée par la police, Roberta n'a jamais revu Yams et n'a jamais été remboursée. Je n'imaginais pas du tout qu'il n'allait pas me payer. Je pensais qu'il le ferait. J'imagine que l'on peut se faire avoir par certaines personnes. Dans l'univers tordu des abuseurs de confiance, 700 livres cela n'a pas l'air d'être beaucoup, mais c'est là la clé du succès de Yams. Il a commis de petits délits individuels à une échelle monumentale et presque obsessionnelle. Individuellement, chaque incident semble relever d'une affaire civile et non pénale. Mais Yams était avide. L'endroit où il vivait, les voitures qu'il conduisait et les biens qu'il possédait, avaient été soutirés à des victimes sans méfiance. Et des personnes de confiance comme Roberta se sont senties lésées et appauvries. Ça m'a amené à douter des personnes qui me payaient par chèque. Mais les gens ne sont pas tous comme Yams. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas trompeurs. C'est vraiment méprisable. C'est mal. Par la suite, l'ambition de Yams grandit. Et il prévoit d'escroquer le monde de l'art de plus d'1 million de livres. Il a failli réussir ce qui aurait été, en réalité, un énorme cambriolage. Robert Yams est très différent de l'escroc de type Arsène Lupin que l'on associe aux arnaques. Robert Yams est un escroc de carrière calculateur, qui a soutiré des biens et de l'argent à de nombreuses personnes. En prétendant être un professeur d'université maladroit et faussement excentrique.
Il crée ses propres références, ses propres faux documents. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je ne comprends pas le problème ». Il a emmené sa famille à travers tout le pays, dans des manoirs à des millions de livres. Le tout sur la base de faux documents et de fausses déclarations. Il répétait toujours « Il doit y avoir un problème de communication entre vous, un tel et un tel ». Il y avait quelque chose que je n'aimais vraiment pas chez lui. C'est son mode de vie. Il vit au crochet des autres. La carrière prolifique d'escroc de Yams est axée sur la duperie massive des industries de services. Il louait des maisons et des voitures pour des périodes de 6 mois, et repartait sans payer. La police pense que la famille de Monsieur Yams ignorait ces escroqueries incessantes. Mais en 1998, à 44 ans, les mensonges de Robert Yams à sa famille se sont révélés être sa perte. La famille Yams pensait que leur père et mari, universitaires, avaient obtenu un poste dans une grande université californienne. Et qu'ils allaient tout plaquer pour s'installer aux USA. Tout n'était que mensonge. Le travail était fictif, et le jour venu, alors que la famille Yams devait partir pour sa nouvelle vie, Robert Yams a résolument pris une mesure drastique pour s'assurer qu'il ne puisse pas voyager. Il a créé une alerte terroriste à l'aéroport d'Heathrow. Il y avait en fait une petite faille dans les plans de Yams. Il a annoncé à sa famille qu'ils allaient déménager en Californie, mais, en réalité, c'était faux. Il n'avait jamais eu l'intention de le faire, mais les choses commençaient à lui échapper. Il a donc décidé d'appeler l'aéroport d'Heathrow à 4 reprises, en disant qu'il appartenait à l'IRA, et ils ont dû évacuer l'aéroport. On a là un homme qui a l'habitude de mentir, alors il ne pouvait pas inventer un simple mensonge. Il a quand même été jusqu'à téléphoner à l'aéroport, à parler de mort et de destruction massive parce qu'il y aurait une bombe dans l'aéroport. Yams avait appelé l'aéroport d'Heathrow en imitant l'accent irlandais et avait laissé des messages effrayants et des menaces de mort. Yams a passé 4 appels en 2 heures. Il a contacté la BBC, la Civil Aviation Authority et l'aéroport de Heathrow, affirmant qu'il y aurait des morts et une destruction massive si l'aéroport n'était pas évacué. Je suppose qu'il s'est dit, je suis pris au piège. La seule chose qui peut me tirer d'affaire, c'est cette mesure désespérée. La majorité des gens n'iraient pas jusque-là, car c'est juste faux. Mais si vous êtes un sociopathe ou si vous avez une conscience limitée, en réalité, ce genre de choses ne vous dérange pas. Vous ne pensez pas aux conséquences ou à quoi que ce soit d'autre. Cette fois-là, il a dépassé les bornes. On parle d'un homme pour qui le mensonge était le quotidien, et on est en droit de se demander, que s'est-il passé cette fois-là ? Je pense qu'il a dû avoir une panne d'inspiration et qu'il ne trouvait rien de convaincant à dire à sa femme, mais aller jusque-là ? Heureusement, bien sûr, la police a tracé ses appels téléphoniques, comme elle le fait dans ce genre de scénario. Et il a été arrêté et condamné pour ce délit. Au cours du procès, un expert vocal a conclu que les appels frauduleux avaient été passés par Monsieur Yams, et la compagnie téléphonique a retracé les appels jusqu'à son domicile. Elle a aussi indiqué que Yams avait modifié sa ligne téléphonique au cours de la semaine qui a suivi ces appels frauduleux, pour faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui les avait passés. Yams a plaidé non coupable. Mais le 1er juillet 1998, il a été condamné à 2 ans de prison pour ses faux appels. Avec la perte de sa liberté, il a également perdu la femme avec qui il vivait. En effet, sa relation a pris fin à cause de cet incident étrange et dangereux. Il semble que sa compagne ignorait tout. Elle pensait vraiment qu'il était professeur. Ce qui montre à la fois à quel point les gens peuvent être convaincus et à quel point ils sont prêts à l'être. En 1999, après avoir bénéficié d'une libération anticipée, Yams a simplement continué ses arnaques. Mais cette fois-ci, il s'est surpassé. Il a acquis les outils nécessaires à la réalisation de son personnage fictif, un professeur de biotechnique en quête de traitement contre le cancer et le sida. Tout à fait convaincant. Il a acheté un faux certificat en ligne. À un moment donné, les gens vont vouloir confronter Yams. Ils vont vouloir des preuves de ce qu'il est. Et là, il se rend compte qu'il peut acheter quelque chose qui lui offre une certaine légitimité. Il a acheté un certificat pour 200 livres sur Internet, qui semblait prouver qu'il était professeur d'une université qui n'existait pas. Je trouve que cela révèle une certaine arrogance. Mais manifestement, cela lui a été utile. Les gens l'ont cru. Yams a entamé une nouvelle relation. La nouvelle partenaire de Yams ne savait pas non plus que c'était un escroc compulsif. La carrière d'escroc de Robert Yams était centrée sur l'arnaque de montants modestes auprès de nombreuses victimes. Ce qui lui a permis de ne pas être repéré par la police. Chaque cas individuel et isolé semblait être une affaire civile et non pénale. Mais Yams était un escroc prolifique, qui arnaquait simultanément toute une série d'entreprises.
y compris des sociétés de location de voitures et des agents de location de biens immobiliers. Il conduisait des Mercedes flambant neuves, à 4 roues motrices. En fait, il ne payait rien du tout. Je ne pense pas qu'il ait jamais payé quoi que ce soit. Il ne payait pas sa taxe d'habitation, ni ses factures de téléphone. Il ne payait pas l'électricité ou le gaz, parce qu'il ne restait dans ces lieux que 6 mois d'affilée. Après quoi il partait et ne payait jamais les factures des services publics. Mais il utilisait toujours le même nom. Souvent, il utilisait sa femme, peut-être pour créer de nouveaux comptes chez l'opérateur BT, mais sans qu'elle le sache cependant. Elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais en février 2002, 4 ans après le canular de la bombe d'Heathrow, Yams a élaboré une escroquerie de plusieurs millions de livres visant le monde de l'art. Yams change légèrement de tactique et il décide de frauder Christie's, la maison de vente aux enchères. Pour ce faire, il se procure un faux document auprès de la Banque de Californie, qui est censé certifier qu'il peut dépenser jusqu'à 5 millions de livres. C'est une somme considérable, surtout que beaucoup de gens pensent que personne n'aurait l'audace de falsifier un avoir de 5 millions de livres. Mais en gros, c'est ce qu'il a fait. Je pense que l'incident de Christie's a vraiment été sa chute. Car jusqu'alors, ces escroqueries étaient fréquentes, mais relativement modestes à grande échelle. L'arnaque de Christie's était similaire à l'escroquerie traditionnelle de Robert Yams. Yams a adopté son personnage habituel de professeur aisé et maladroit, qui était aussi un riche collectionneur d'art. Mais cette arnaque, plutôt que d'escroquer 6 mois de loyer gratuit, visait ambitieusement à soutirer à Christie's 6 tableaux, d'une valeur de plus d'1 million de livres. La première phase de l'escroquerie consistait à utiliser le faux certificat et la fausse référence bancaire américaine pour convaincre Christie's qu'il était légitime. Le faux scientifique était sur le point d'escroquer la maison de vente aux enchères la plus respectée et la plus prestigieuse du monde. Mais plutôt que d'assister lui-même aux ventes, Yams a bizarrement envoyé sa fille aînée, Catherine, chez Christie's, pour enchérir en son nom. Croyant que son père était un scientifique prospère, renommé et riche, elle était heureuse d'assister à la vente, au téléphone avec Yams. Et à savourer l'euphorie et la frénésie de la course aux enchères. Il a failli réussir ce qui aurait été en fait un énorme cambriolage. Mais je pense que le fait qu'il ait frappé en dehors de sa catégorie est, en réalité, ce qui l'a trahi, parce que, bien sûr, il avait impliqué sa fille dans l'escroquerie. Elle ne savait pas ce qu'il se passait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé sa fille, Catherine, à son insu chez Christie's en son nom, et avec un système d'enchères téléphonique. Elle a enchéri sur 6 tableaux, ce qui représentait une somme considérable. Catherine, totalement inconsciente de l'illégalité du plan dans lequel elle avait été embarquée malgré elle, faisait des offres sur les tableaux. Au téléphone avec son père, qui lui donnait des instructions, elle a d'abord acquis un tableau valant plus d'1 demi-million de livres. Et d'autres victoires allaient suivre. Par la suite, Catherine a mis le grappin sur 5 autres chefs-d'œuvre pour son père, amateur d'art. Catherine avait réussi à obtenir les 6 tableaux que son excentrique académicien de père désirait, même si cela avait coûté 1 188 000 livres de sa fortune. Catherine ne savait pas que cette fortune était fictive. Et ce n'était que la deuxième phase de son plan d'ensemble. La dernière étape était simplement d'obtenir de Christie's d'expédier les tableaux avant qu'il ne transfère les fonds. Un tour que Yams maîtrisait parfaitement, mais pas sa fille innocente. Catherine s'est avérée être le talon d'Achille de Yams, qui a commis une énorme erreur en se servant d'elle. Lorsqu'elle a commencé à mentionner à Christie's qu'elle allait encadrer l'une de ses œuvres incroyablement chères, avec un cadre provenant d'une boutique du centre-ville, c'était évidemment un indice qu'il n'avait pas les moyens qu'il prétendait avoir. Il est clair que cela a déclenché une grosse alarme dans l'esprit du personnel de Christie's. Et ils ont compris ce qu'il se passait. Et du coup, l'arnaque n'a simplement pas marché. Elle avait enfreint une règle élémentaire de l'arnaque, puisqu'elle n'était pas une arnaqueuse elle-même. C'est-à-dire qu'elle est vraiment sortie de son personnage. Elle n'a pas sauvé les apparences. Et je suis sûr que lui l'aurait fait, s'il avait été à sa place. Il aurait su mieux faire parce que la règle de base est qu'il ne faut jamais baisser sa garde comme ça. La plupart du temps, les escrocs de carrière sont souvent seuls. Ils sont toujours décrits comme des solitaires, et la raison c'est que vous devez maîtriser toutes les inconnues. Si vous avez des gens dans votre vie, ce sont des personnes qui pourraient potentiellement vous trahir, à moins qu'elles ne soient à 100% avec vous dans ce que vous faites. C'est une erreur que Yams a commise.
Sa fille ne savait pas ce qu'il se passait. Et donc, bien sûr, on ne peut pas compter sur elle. L'escroquerie à si grande échelle s'est avérée hors de portée de Yams. Non seulement la fille de Robert Yams l'a involontairement démasqué en tant qu'escroc, mais, contrairement à tant d'autres entreprises qui l'a dupé, Christie's n'était pas prête à remettre les marchandises sans paiement anticipé. Et ce peu importe l'insistance de ce professeur excentrique pour que les tableaux lui soient expédiés. Sans paiement de la part de Yams, Christie's a dû faire une croix sur un gros montant, puisque les tableaux ont finalement été vendus pour 150 000 livres de moins que son offre bidon, et qu'ils avaient besoin de maintenir leur relation avec le vendeur. Christie's a contacté la police. L'escroquerie de Yams avait échoué, et il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la police ne le trouve. Car, bizarrement, quand il a exécuté l'escroquerie de Christie's, comme pour toutes ses autres arnaques, Robert Yams avait utilisé son vrai nom. Il est certain que la plupart des escrocs utilisent différentes identités pour réaliser leur fraude. Mais lui non. C'est presque de l'arrogance de sa part de ne pas se soucier du fait qu'il peut être découvert. Je pense qu'il est rare qu'un escroc n'utilise pas de pseudonyme, car la plupart d'entre eux ont tendance à changer de nom facilement. Et je pense que c'est très caractéristique de l'état de leur identité, en quelque sorte. Ils ne se soucient guère de leur identité. Souvent, ils ne se soucient pas de leur nom. Pour échapper à la police, le faux professeur a fui le pays. Yams, accompagné de sa famille, s'est rendu aux USA. Sous prétexte qu'il avait été embauché pour travailler sur des recherches révolutionnaires sur le cancer, laissant sa fille innocente affronter les conséquences. À la différence d'Heathrow en 1998, le voyage n'a pas été interrompu. Et en Californie, la famille vit dans le luxe, louant dès leur arrivée un manoir à 1,7 million de livres que Yams n'avait pas l'intention de payer. Non content d'escroquer les gens à tout va dans son pays d'origine, Yams n'a pas pu s'empêcher de déménager sa famille et toutes leurs possessions en Californie, où il a repris l'exacte même routine qu'il avait ici. Faire des locations avec option d'achat, émettre des faux chèques, des faux avoirs. En fait, il a arnaqué les Américains comme il nous a arnaqués ici. La police britannique s'est rendue aux États-Unis à la poursuite de Yams pour l'escroquerie ratée de Christie's. La police métropolitaine s'est rendue sur place et l'a interrogé sur cette affaire. Mais ils étaient clairement en dehors de leurs compétences territoriales. Ils n'ont aucun pouvoir d'arrestation là-bas. L'infraction pour laquelle ils enquêtaient sur lui n'était pas suffisante pour donner lieu à un ordre d'extradition. Ils ont donc dû rentrer au Royaume-Uni et attendre qu'il finisse à un moment donné par revenir au pays, où il serait arrêté pour ses délits. Ainsi à l'abri de la loi britannique et tranquille sous le soleil californien, Yams mène la belle vie grâce aux arnaques sans avoir jamais l'intention de payer ce qu'il doit. Mais cela ne passait pas inaperçu. Il n'a pas été arrêté là-bas, mais il faisait l'objet d'une enquête, parce qu'il faisait la même chose qu'ici. Il louait des logements. Des logements de très bonne qualité. Du genre de ceux que l'on trouve en Californie. Et il n'a jamais rien payé. Après avoir vécu aux États-Unis pendant plus d'1 an, les escroqueries de Yams pour obtenir gratuitement des logements et des voitures touchent à sa fin. Les autorités étaient sur sa piste. Il est rentré à la maison et a dit « On prend le prochain vol ». Et ils l'ont fait. Et ils ont laissé tous leurs biens derrière eux. Il a dit à sa femme qu'il demanderait à quelqu'un de s'occuper de l'envoi des biens. Je pense que c'est à peu près à cette époque qu'une décision a été prise de l'arrêter pour les délits qu'il a commis là-bas. Il est donc rentré en Angleterre et n'a ainsi jamais été jugé pour ses délits en Amérique. Dans la suite de cet épisode, Yams retourne au Royaume-Uni. Et son désir insatiable d'escroquerie va ravager encore plus de vies. Il regardait autour de lui et disait « Il doit y avoir un manque de communication. Je ne comprends pas. J'attends que l'argent arrive depuis mon compte offshore. » Robert Yams est un escroc professionnel. C'est un escroc de carrière. Robert Yams est un escroc qui a dupé des personnes en leur soutirant des dizaines de milliers de livres en biens et en argent. C'est incroyable tout ce que l'on peut faire quand les gens croient que l'on est une figure d'autorité. Il fait ce numéro du savant fou, et il n'a pas froid aux yeux. Il a tellement bien réussi qu'il a même trompé sa propre femme. Il a élevé ses enfants et a réussi à vivre de l'argent volé pendant des années et des années. Il n'a cessé de faire semblant. Il ne s'arrêtera jamais. Et c'est un menteur très convaincant. Après s'être enfui aux États-Unis pour son escroquerie ratée envers Christie's en 2002, Robert Yams poursuit ses activités d'escroquerie outre-Atlantique. Yams a quitté les États-Unis en 2003 pour éviter d'être arrêté. Mais il ne fera que passer de mal en pis. Il est rentré au Royaume-Uni en décembre et a tenté d'acheter une maison à 2 millions de livres dans la région de Cambridge. Naturellement,
Yams n'avait pas l'argent nécessaire et la police a eu vent de l'affaire. Ils ont remonté la piste de l'escroc, et Yams a enfin été arrêté en janvier 2004, et inculpé pour l'escroquerie de Christie's. Dans la plupart des cas, pour un escroc, un procès marque la fin des activités illicites. Mais libéré sous caution en avril 2004, Yams est devenu plus avide que jamais dans ses escroqueries en solo. Et ce qui montre la difficulté d'enquêter sur les escrocs, c'est que lorsqu'Yams a été arrêté, puis libéré sous caution, il a encore commis 81 délits de plus. Cela montre les difficultés que rencontrent les détectives lorsqu'ils arrêtent quelqu'un pour de la fraude complexe. Il faut beaucoup de temps pour enquêter, pour rassembler les preuves et porter l'affaire devant le tribunal. On ne peut pas garder quelqu'un en détention pour un tel délit. Donc il reste en liberté, à arnaquer les gens pour vivre. L'une des escroqueries de Yams, alors libéré sous caution pour l'affaire Christie's, a été d'inscrire sans hésitation ses 2 plus jeunes filles dans une école privée. Mais, fidèle à son style, il n'avait pas l'intention de payer les 17 000 livres de frais de scolarité. Lorsque ces écoles commençaient à perdre patience et à dire « Vous n'avez jamais payé les frais de scolarité, donc plusieurs milliers de livres », alors il leur écrivait en disant « Je ne suis pas satisfait du service que vous fournissez, et j'aimerais que vous révisiez cela. Et une fois que ce sera réglé, peut-être que j'envisagerai de payer les frais. » Mais il n'était jamais content. Et au bout d'un moment, il finissait par retirer ses enfants de l'école, sans jamais payer, et il les plaçait dans un autre établissement. En tant que fait isolé, si c'était signalé à la police, elle pourrait dire « Il ne s'agit pas d'une infraction en soi. Vous devrez régler cette question directement avec lui par l'intermédiaire d'avocats. » Ce n'est que lorsqu'on rassemble le tout, qu'on se rend compte qu'il est très malhonnête dans ses tromperies. Mais ces arnaques n'ont pas toujours profité à sa famille. Alors en attente pour son procès, Robert Yams s'en est étonnamment pris à Catherine, sa fille issue d'une précédente relation encore aux études. Non seulement Yams avait déjà cruellement impliqué sa fille innocente dans son escroquerie catastrophe à Christie's, mais il a ensuite détruit sa vie en l'endettant de 12 000 livres. Il a volé le chéquier de sa fille, et a décimé son compte et son découvert. Elle est partie étudier à l'université. Il s'est emparé des chéquiers de son compte bancaire et a émis tous les chèques de ce compte sans provision. Et la somme a atteint environ 10 ou 12 000 livres. Pour sa fille, ce compte bancaire avait été clôturé, car elle avait demandé à son père de le fermer parce qu'elle n'en avait plus besoin. Mais tout à coup, elle a commencé à recevoir des lettres de la banque, exigeant plus de 12 000 livres. La plupart d'entre nous ne ferions pas cela à quelqu'un que nous aimons. Mais j'imagine en fait qu'il ne pensait pas vraiment que c'était un problème. Ben oui, il a été endetté toute sa vie. Ce n'est pas quelque chose qui le dérange visiblement. Il a donc peut-être supposé que cela ne la dérangerait pas non plus. Elle en a été très affectée. Imaginez-vous, elle était étudiante. Non seulement elle en était affligée, mais les banques ne la croyaient pas quand elle disait que son père avait volé l'argent. Et elle faisait pression sur elle. Avec des mandats, des réclamations et des huissiers en la sommant de payer. Elle en a été très affectée. Et cela a duré de nombreux mois. Elle ne parle plus à son père, vous vous en doutez. Et Catherine faisait partie d'une très longue liste de victimes. Malgré la liberté sous caution, l'attente d'une date de procès, et le risque probable d'une peine de prison, Yams a continué ses délits. Les activités délictuelles de Yams ont financé et soutenu son mode de vie et celui de sa famille. Et les magasins, les sociétés de location de voitures, les agents immobiliers, les hôtels et les chambres d'hôtes de la région de Cambridge ont tous été dupés par Yams. Il obtenait leurs services, mais ne les payait pas. L'une des victimes de Yams a contacté l'inspecteur John Gibbons. J'ai entendu parler pour la première fois de Robert Yams. Lorsque j'ai reçu une demande d'inspection à propos d'un défaut de paiement pour la location d'une petite maison qui avait été louée pour 2 semaines. C'était dans notre circonscription et il n'avait pas payé. Il est simplement parti sans payer. Elle s'est présentée à la police et nous avons enquêté. Et c'est à partir de là que tout a pris de l'ampleur, à partir d'une affaire aussi simple que ça. J'étais en liaison avec d'autres policiers de notre propre unité, qui enquêtaient aussi sur lui de manière indépendante pour des séjours à l'hôtel et des impayés. Et j'ai repris tous les dossiers de Suffolk. Je pensais que c'était un délinquant de petite envergure. La série incessante d'escroqueries de Yams se déroulait alors qu'il attendait son procès pour l'escroquerie envers Christie's en 2002. Celui-ci était retardé parce que Yams avait invoqué des problèmes de santé. Il feignait d'être malade. Il s'est fait hospitaliser la veille du jour où il devait se présenter au tribunal. Et manifestement, le juge, qui souhaitait suivre l'affaire du début à la fin, commençait à être agacé.
Mais, malade ou non, il continuait d'arnaquer. Et a commis plus de 80 délits alors qu'il était sous caution. Cet élan prolifique l'a conduit à escroquer un magasin local en lui dérobant 7000 livres de marchandises. A refusé de payer sa facture de location de voiture de 8000 livres. À ouvrir frauduleusement un compte bancaire avec de fausses coordonnées. Puis à dépenser le découvert de 12 500 livres. À première vue, en escroquant des sommes plutôt modestes à des petites entreprises et à des banques, Yams était insatiable. Et ses arnaques lui permettaient un mode de vie confortable. Et l'apparence d'un professeur brillant et novateur. Il ouvrait des comptes bancaires avec de fausses références qui mentionnaient son nom. Et il se procurait autant de carnets de chèques qu'il le pouvait. Aujourd'hui, la plupart des gens possèdent 1 ou 2 carnets de chèques qu'ils utilisent. Il disait qu'il avait perdu ses carnets de chèques et finissait par en obtenir 5 ou 6, chacun contenant plus de 30 chèques. Puis, une fois qu'il pensait avoir obtenu un nombre suffisant de chèques, il commençait alors à les utiliser. Parce qu'il en avait manifestement suffisamment. À un moment donné, les banques réalisaient que ces comptes étaient déficitaires de plusieurs milliers de livres. Et elles fermaient les comptes. Mais à ce moment-là, il avait assez de chèques pour poursuivre ses tromperies. C'est là qu'il y a des perdants dans l'histoire, les vraies victimes, qui ont accepté un chèque de sa part. Si le compte bancaire est fermé, cet argent est perdu. Ça ne fait aucun doute. Ils ont perdu leur argent. Et à cause de ce personnage qu'il joue, de son style, de sa façon de se comporter, les gens acceptaient de gros chèques au lieu d'une carte de crédit. Évidemment qu'ils se faisaient avoir. C'est une arnaque toute simple, et une manière courante d'escroquer les gens. Et il s'en servait. Son autre façon de faire, qui est assez courante et qu'il a très bien gérée, c'est qu'il avait une demi-douzaine de comptes ouverts dans toutes les grandes banques pour réaliser des transferts croisés. Il faisait des transferts croisés d'un grand nombre de chèques. Pour un demi-million, 3/4 de million de livres. Il en transférait un, et mettait un chèque d'un compte pour 3/4 de million de livres, et le déposait sur un autre compte, qui affichait ensuite le montant de 3/4 de million. Donc, de temps à autre, s'il avait du mal à escroquer les gens, il se rendait quelque part et disait « Je viens de l'imprimer. Voici mon relevé de compte. Il y a 3/4 de million de livres dessus. Donc il n'y a pas de problème, voici un chèque de 10 000 livres. Ce n'est pas un problème, vous aurez votre argent. » Peu de temps après, évidemment, les 3/4 de million de livres seront déficitaires, car le chèque aura été rejeté, parce que le compte d'où il provenait n'avait manifestement pas les fonds suffisants. Il contactait les directeurs de banque continuellement pendant des mois, et les persuadait que de grosses sommes d'argent leur parviendraient de comptes offshore. Mais elles n'arrivaient jamais. L'appétit de Robert Yams pour les moyens frauduleux était insatiable. Sa litanie d'arnaque à petite échelle a continué, laissant derrière elle une longue liste de victimes privées d'argent, et qui se sentaient lésées et bêtes de s'être fait avoir. Les gens m'ont dit des choses comme « Je l'ai vu arriver dans sa Mercedes flambant neuve. Il semble venir d'une famille aisée. Son domicile se trouve dans un quartier chic. » Peut-être qu'au début j'ai hésité à lui donner ce qu'il voulait. Mais il a fini par me convaincre. Vous entendiez cela à maintes reprises. Tout est dans les déclarations des victimes. Et ils se sont sentis très bêtes et embarrassés. Et il y en a encore qui ne se sont jamais manifestés. Ils ne voulaient pas que la police ou la presse sache à quel point ils avaient été dupés. L'un des problèmes avec les escrocs, et l'une des raisons pour lesquelles c'est rentable et que les gens le font, c'est que c'est vraiment difficile à contrôler. Souvent, il s'agit de sommes relativement faibles. Et c'est une zone de flou, parce qu'ils n'ont pas volé un bien en entrant quelque part par effraction par exemple. Évidemment, dans le monde réel, vous avez le droit d'avoir des choses à crédit. Il y a un délai entre le moment où vous recevez un bien et le moment où vous le payez. Vous pouvez rendre une voiture parce que vous n'en êtes pas satisfait. Je ne payerai pas pour ça. Et si ça leur déplaît, ils enverront leurs avocats. Mais ce n'est pas nécessairement un délit en soi. C'est donc dans ce sens que Yams illustre bien pourquoi les escrocs peuvent souvent perpétrer aussi longtemps et s'en tirer avec autant de choses, parce qu'en fait c'est très difficile à contrôler. Il contactait les propriétaires par le biais des agents immobiliers. Il fournissait de fausses références indiquant qu'il était professeur. Un professeur à l'université de Cambridge, et qu'il revenait des États-Unis. Il inventait ses salaires en disant qu'il gagnait plus de 100 000 livres par an. Et avec ces références, il donnait le nom de la fausse personne qui en serait à l'origine.
Il s'attendait à ce que les gens passent un coup de fil à cette personne pour confirmer ses références. C'est ainsi que ces gens ont téléphoné à Robert lui-même, qui avait donc fourni sa propre référence. Et à part le dépôt initial, il n'a jamais payé le loyer. Et en mars 2005, c'est cette même technique que Yams a employée face à sa dernière victime connue. Graham Smythe, son propriétaire. L'homme qui a joué un rôle essentiel dans la chute finale de l'escroc. L'agent a trouvé un nouveau locataire. Il m'a ensuite appelé pour me donner la nouvelle. Et en fait, ils avaient réussi à obtenir plus d'argent pour la location que les fois précédentes. L'insouciance de Yams envers l'argent était habilement étayée par son apparente richesse. Et par les possessions tape à l'œil que l'on associe à l'aisance. Même s'il les avait acquises frauduleusement. Quand j'ai rencontré M. Yams, il semblait être une personne assez sincère. Il voulait vous appeler par votre prénom, que vous l'appeliez par son prénom, pour établir la relation. Il a expliqué qu'il était professeur de biochimie. Il était intelligent, c'est sûr. Et il avait une apparence irréprochable. Et après tout, il avait une voiture haut de gamme, ce genre de choses. On a tendance à regarder les gens et à les juger en fonction de leur possession. C'est en tout cas comme ça que font les agents immobiliers. Car quand on l'a interrogé, l'agent immobilier a dit qu'il était tout à fait fiable parce qu'il conduisait une Mercedes. Il avait toutes les apparences de la richesse, mais il n'avait rien. Robert Yams joue un personnage aimable et sympathique. Mais son personnage de professeur n'a pas suffi à convaincre Graham Smythe. Robert Yams et sa famille semblaient ne posséder que 3 ou 4 chaises longues, du genre que vous pouvez acheter dans une jardinerie. Lorsque je me suis rendu à la maison et que j'ai vu le mobilier, j'ai dit, qu'est-il arrivé à vos meubles? Oh, eh bien, nous venons d'arriver d'Amérique. Et vous savez, les meubles mettent du temps à arriver. Il est donc là depuis 6 ou 8 semaines, et il n'a pas de meubles? Que se passe-t-il? Ses doutes persistants, Graham Smythe décide d'enquêter. Et parle aux agents de location. Je contacte donc les agents et leur dis, le loyer a-t-il été payé? Oh, eh bien, oui, l'acompte a été payé. Le dépôt a été payé en espèces. Ce qui fait immédiatement tilt, car on se dit, qui se promène avec autant d'argent liquide? Avez-vous reçu d'autres paiements? Non, mais nous en attendons un. Avez-vous vérifié ces références? Oh oui, oui, nous avons vérifié ces références. De bonnes références d'une banque américaine, etc. Cependant, il s'est rapidement avéré que M. Yams n'avait pas payé son loyer, qu'il n'avait pas l'intention de le payer. Et quand, à de nombreuses occasions, j'allais le voir pour lui demander l'argent, il regardait autour de lui et disait « Il doit y avoir un problème de communication. Je ne comprends pas. J'attends que l'argent arrive de mon compte offshore. » Pour chaque question que vous lui posiez, il avait une explication. Une explication plausible, tant que vous étiez prêt à l'accepter. Mais quand vous demandiez comment il gagnait son argent, d'où provenaient ses revenus, il revenait alors sur ce qu'il avait dit et il disait « Eh bien, je suis très malade. Je ne veux pas commencer à parler de ça, j'ai des problèmes cardiaques, etc., etc. » Mais les excuses répétées de Yams et ses tentatives d'esquiver Graham Smythe n'ont pas fonctionné. Graham a engagé des poursuites devant le tribunal et est allé à la police, lui donnant l'indice dont elle avait besoin. J'ai décidé qu'il n'allait pas s'en tirer comme ça. À venir, l'inspecteur John Gibbons s'entretient avec un escroc de carrière. Et le charme d'escroc de Yams va lui permettre de s'approcher dangereusement de la liberté. Je commençais à me demander. Et s'il avait raison et que moi j'avais tort? Et à un moment donné, j'ai dû secouer la tête et me dire, allez reprends-toi. Robert Yams a arnaqué de manière compulsive des deux côtés de l'Atlantique. En vivant un style de vie luxueux, et en se faisant passer pour un éminent professeur d'université. Il a réussi si bien parce qu'il n'a aucune morale et qu'il se fiche de savoir qui il vole. Il a même trompé sa famille, y compris sa propre fille. Il joue un jeu très dangereux pour un escroc. Sa fille a commencé ses études universitaires avec des milliers de livres de dettes.
même une fois attrapé, puis libéré sous caution. Il a encore commis quelques 81 chefs d'accusation de fraude et de tromperie. C'était un escroc extraordinaire, et certainement le plus doué que j'ai jamais rencontré. Yams avait multiplié les escroqueries dans le secteur des services, dont des agences immobilières, magasins et entreprises de location. Yams résidait dans une propriété où, comme à son habitude, il ne payait pas le loyer. Son propriétaire a appelé la police, et l'inspecteur John Gibbons est allé arrêter l'escroc. Et en fouillant la maison, l'ampleur choquante des délits de Yams est devenue claire. Il était évident qu'ils étaient en transit, car l'une des chambres était pleine de cartons. On aurait dit qu'il n'avait pas l'intention de rester très longtemps, car il n'avait rien déballé. Il y avait aussi des piles et des piles de lettres et de courriers, avec du rouge partout, des réclamations d'avocats et d'entreprises. Une bonne douzaine de lettres sont arrivées pendant qu'on était sur place. Que des réclamations. On a pris tous les documents. Et on a commencé à faire des recherches sur tout ce qu'on avait trouvé. Et c'est là que j'ai réalisé que cet homme était un délinquant majeur dans le domaine des malversations financières. Alors en liberté sous caution, et en attente de son procès pour l'arnaque ratée envers Christie's en 2002, Robert Yams a malgré cela commis 81 autres délits connus au Royaume-Uni, en 2004 et 2005. Il avait escroqué ses proies pour un total présumé de 68 500 livres. Mais malgré les preuves de la culpabilité de Yams, celui-ci n'était toujours pas prêt à avouer, lors de son arrestation le 27 mai 2005 par l'inspecteur John Gibbons. Il était dans le déni total. Nous l'avons interrogé pendant quelques heures sur ce que nous savions de lui. Il était dans le déni, il disait que les chèques sans provision étaient un accident. Il n'a accepté aucune des allégations qui lui ont été faites à ce stade. Et malgré les preuves accablantes, même lorsqu'il est interrogé par la police, Robert Yams reste un maître dans l'art de la manipulation. Même les policiers les plus aguerris couraient le risque d'être pris dans son tissu de mensonges. Chaque fois que je l'ai interviewé, il y avait ce moment où je commençais à me demander et s'il avait raison et que moi j'avais tort. À un moment donné, j'ai dû secouer la tête et dire « Allez, reprends-toi ». Il a commis tout cela. Malgré ce qu'il me dit, je sais que c'est la vérité parce que j'ai toutes ces déclarations de témoins. En tant que détective, essayer de reconstituer des mouvements sur plusieurs années avec quelqu'un qui est un menteur invétéré est très difficile et on peut presque se faire manipuler nous-mêmes. C'est tout à fait compréhensible. Sa vie est construite sur des mensonges. Il n'est qu'un parasite qui passe de fleur en fleur. Il ramasse tout ce qu'il peut, puis il passe à autre chose. Il est probable que lui-même ne distingue pas vraiment la réalité de ce qui ne l'est pas. Il est donc sûrement convaincu lui-même de certains des mensonges qu'il a racontés. D'après mon expérience, les gens nient leurs crimes. Et ils continuent à nier, jusqu'à ce que les preuves soient tellement accablantes qu'ils atteignent le point où ils disent « Ok, c'est bon. Main en l'air, je l'ai fait. » Il a fallu beaucoup de temps avant qu'il ne reconnaisse avoir commis ces délits. Et puis, il a eu une réserve. Eh bien, j'ai dû le faire si vous le dites. Mais cela ne me suffisait pas. Finalement, il a reconnu l'ensemble des délits. Le travail ardu de l'inspecteur John Gibbons a payé. Il a placé Yams en garde à vue et a mis fin à ses escroqueries. Les 81 délits sur lesquels John Gibbons a minutieusement enquêté ont été ajoutés à l'affaire Christie's pour laquelle Yams n'avait pas encore été jugé. Et en décembre 2005, Yams a enfin été jugé devant la cour de la couronne de Southwark pour ses infractions. Il a accepté et a demandé que la quasi-totalité de ces délits soit prise en considération, ce qui incluait les délits à l'encontre de sa fille. Et il a été condamné en conséquence. Le juge a accepté les chefs d'accusation et il a été condamné à une longue peine d'emprisonnement. Yams a plaidé coupable pour 10 chefs d'accusation et a demandé que 77 autres délits soient pris en considération. Ces accusations incluaient celles de Christie's, ainsi que les délits sur lesquels l'inspecteur John Gibbons avait enquêté. Yams a été condamné à 5 ans de prison pour ces délits prolifiques. Et avant qu'il ne soit emmené, le juge a dit « Vous sembliez avoir presque une compulsion pour essayer de soutirer de l'argent aux gens. » Il a aussi souligné que l'objectif de Yams n'était pas juste financier.
Les commentaires du juge à la fin du procès étaient intéressants, car il a dit qu'à son avis, Yams ne recevait pas que des bénéfices financiers pour ses délits, mais qu'il en tirait aussi un certain plaisir, ce qui n'est pas inhabituel chez les escrocs. Le pouvoir et l'autorité, ainsi que la capacité à manipuler les gens, c'est quelque chose qui leur procure apparemment beaucoup d'euphorie. Avec Yams, nous en sommes au stade où sa famille l'a abandonné. Il a impliqué sa fille dans une escroquerie. Elle l'a vu tel qu'il était. Sa femme l'a abandonné. Ce sera intéressant de voir ce qu'il va faire de sa vie, car il est manifestement à un carrefour. Robert Yams a commencé à purger sa peine de 5 ans le 20 janvier 2006. Ce n'est pas sa première condamnation à la prison, et ceux qui ont rencontré l'escroc craignent qu'il ne s'agisse d'une histoire sans rédemption. J'ai appris à bien connaître Robert en l'interrogeant et en traitant avec lui. Il a apprécié ces escroqueries qu'il mettait en place. Je ne dis pas qu'il en avait besoin, car il n'avait pas de travail, mais il avait besoin de continuer ses délits pour maintenir son niveau et son style de vie. Il a vraiment apprécié ses activités, et je ne suis pas convaincu que le temps passé en prison l'empêchera de recommencer.